Un grand merci d'être ici. Alors, ça fait plaisir à la fois de voir des nouvelles têtes, il y en a pas mal ce soir, et puis des têtes de personnes qu'on revoit. Donc, ça veut dire que ce qu'on dit est intéressant, ça donne envie aux gens de revenir. Donc, merci aussi pour ça, pour les fidèles. Ça fait plaisir. Alors, donc ce soir, on accueille Madame Lepage. Donc, Maître Lepage, vous êtes avocate spécialiste du droit de l'environnement. Vous avez à ce titre agi aux côtés à la fois de très grandes entreprises et de start-up, de collectivités publiques, françaises et étrangères, et puis d'associations. Vous avez suivi des grands dossiers d'environnement, des affaires d'énergie et de santé environnementale, et avez géré de grands dossiers de pollution et de catastrophes naturelles et industrielles. Cofondatrice avec Christian Hublot du cabinet Hublot Lepage Avocat en 1978, vous avez exercé de nombreuses fonctions publiques, membre du Conseil de l'Ordre et secrétaire du Conseil entre 1987 et 1990. Vous avez été ministre de l'Environnement entre 1995 et 1997. Vous avez été adjointe, puis première adjointe au maire de Cabourg entre 1989 et 2001, et puis eurodéputée entre 2009 et 2014. Vous assurez des conférences dans de très grandes entreprises sur l'évolution des questions climatiques et environnementales liées aux questions économiques. Alors, vous avez écrit de très nombreux ouvrages, donc je ne vais pas faire la liste maintenant, mais donc, il y en a deux quand même qui ont attiré notre attention. Les mains propres, plaidoyer pour la société civile au pouvoir, paru en 2015, et puis À bout de confiance, de la morale en politique, paru en 2017. Alors, nous vous remercions vraiment très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation pour donner votre analyse sur le rôle de la ville dans la transformation durable. Voilà, merci. On peut applaudir Madame Lepage. Carole Flier, tu es chef d'entreprise dans l'accompagnement des grandes entreprises dans la transition environnementale. Tu habites Versailles depuis 20 ans, où tu es très engagé dans le milieu associatif, que ce soit dans le milieu associatif pour l'éducation ou pour l'environnement. Tu as notamment porté le projet des fresques du climat à Versailles. Face au scénario probable d'une France à plus... Alors pardon, on peut... Excusez-moi, je vais... Oui, alors oui. Bon, d'accord. Le panégyrique est quand même très différent, donc voilà. Restons simples. Carole, tête de la liste Ensemble Vivons Versailles 2026, qui est donc une liste citoyenne, avec aucune étiquette de parti, et qui mène depuis des mois et des mois avec nous une campagne extraordinaire, riche en énergie, en idées, en analyse, en débat, etc. On pourra y revenir, mais en tout cas, c'est très, très enthousiasmant. Je fais partie de la liste et je pense que comme beaucoup, on s'est dit que jamais on se serait dit qu'on ferait la politique un jour parce que ça nous dégoûtait. Et ben non, pas du tout. La politique comme ça, locale, c'est super enthousiasmant. Donc merci Carole et on peut tous applaudir. Alors, mais du coup, présente-toi aussi, Jean-Baptiste, vas-y. Et donc, Jean-Baptiste Lemoine, j'ai 31 ans, j'ai été ingénieur dans l'industrie automobile et aujourd'hui, je suis professeur de maths au collège et au lycée. Je suis très engagé dans les associations à Versailles, que ce soit dans des associations d'aide pour les plus démunis ou sur l'environnement. Et donc, voilà, et donc je suis directeur de la un petit mot sur Viser la Terre et ton tour de France, quand même. Et oui, c'est vrai. L'année dernière, avec ma femme et ma fille, qui a maintenant 2 ans et demi, donc qui avait à peine un peu plus d'1 an, on a créé un projet où on est parti 6 mois à vélo. On a fait un tour de France à vélo donc avec ma femme et ma fille, à la rencontre des producteurs et des élus locaux. Voilà, donc on a sillonné la France et on a fait comme ça une 50aine de rendez-vous pour discuter avec les acteurs locaux de l'adaptation au changement climatique, comprendre les réalités de qu'est-ce qu'ils vivaient d'un point de vue du changement climatique et comment ils s'y adaptaient, que ce soit les producteurs et les élus. C'était extrêmement riche et ça m'a vraiment donné envie, plutôt ça m'a mis en lumière le fait que les élus ont énormément de pouvoir sur le sujet climatique. Enfin, en tout cas, c'est mon analyse propre, alors on va en parler, et qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, voilà, ça m'a donné plein d'énergie pour derrière rejoindre Carole. Voilà. Et je suis d'accord. On applaudit Jean-Baptiste qui, voilà. Qui en plus, voilà, depuis le début, on a vraiment construit ce projet de liste citoyenne en binôme avec Jean-Baptiste. Je suis ravie de faire ça avec toi et de ton énergie et ton regard en particulier sur le sujet qui nous intéresse ce soir, la transformation durable, qui est un des piliers forts de notre projet et de notre raison d'engagement. Voilà.
Tout à fait. Alors du coup, sans aucune transition, on est aujourd'hui face à un scénario qui est très probable d'une France qui se réchauffe à plus 4 degrés, puisque la France se réchauffe plus que le reste de la planète. Et l'enjeu de la ville durable est un sujet majeur à prendre à bras-le-corps par l'économie. Alors du coup, il y a une première question qui vient naturellement, c'est concrètement, quels sont les enjeux pour les territoires aujourd'hui quand on parle de durabilité? De quelles menaces concrètes parle-t-on et de quel niveau d'urgence? Est-ce que réellement il y a une urgence? Et est-ce que réellement il y a une menace? Alors, je vous laisse la parole, Madame Lepage. Merci. Alors d'abord, merci de m'accueillir. Peut-être avant de répondre ou d'essayer de répondre à la question, un petit mot pour dire pourquoi je suis là ce soir, quand même. Je ne fais plus de politique, puisque mon dernier mandat remonte à 2014 et que j'ai abandonné la présidence de CAP21 il y a maintenant 2 ou 3 ans. Mais je ne m'interdis pas d'aller soutenir des candidats et de dire ce que j'ai à dire quand je pense qu'il faut le dire. Voilà. Et donc, je suis là ce soir parce que je soutiens cette liste pour 2 raisons. Plus fort. Je soutiens cette liste pour 2 raisons. La première, c'est que je connais Carole depuis maintenant quelques années. C'est une femme que j'apprécie énormément, qui a beaucoup de qualités humaines, qui est compétente, qui est très sérieuse et qui est vraiment très décidée dans ce qu'elle veut entreprendre. Et ça, je pense que c'est important. C'est une première raison. Il y en a une deuxième, c'est que toute ma vie, je me suis battue pour que les citoyens puissent avoir le pouvoir. Je suis une démocrate invétérée, une républicaine convaincue, donc on a besoin d'institutions, mais il est absolument indispensable que les citoyens puissent avoir pleinement leur mot à dire. Or, malheureusement, vous avez fait allusion au bouquin que j'avais écrit en 2015 qui m'a causé bien des soucis. Parce que c'est là où je dénonçais l'histoire des assistants parlementaires, donc ça m'a causé beaucoup d'emmerdements. Mais laissons ça de côté. J'avais écrit La société civile au pouvoir parce que je sentais ce qui est advenu des partis politiques depuis 10 ans. 2015, ça fait 10 ans. Quoi. Le bouquin, je l'ai écrit, 2014, quelque chose comme ça, il est sorti en 2015. Et je voyais déjà qu'on était arrivé à un degré de déliquescence qui me paraissait quand même extrêmement avancé. Et que donc, il fallait redonner confiance et que le retour de la confiance, qui n'est pas retourné aujourd'hui, soyons tout à fait clairs, et puis il y a beaucoup de raisons pour qu'il n'en soit pas ainsi, ne pouvait passer que par des expressions citoyennes dans un cadre républicain, bien sûr, mais extrêmement importantes. Et donc, je trouve que une démarche citoyenne comme celle que vous engagez, c'est quelque chose de très important. Alors, bien sûr, c'est très difficile de gagner. C'est très difficile de gagner parce que les partis politiques ont encore des moyens non négligeables que nous, la société, on n'a pas, les choses très clairement. Que la manière dont l'égalité des armes dans les médias est traitée, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, c'est dans ces conditions-là très difficile de gagner. Mais, ce que je trouve quand même très encourageant, vous êtes pratiquement 50 personnes ce soir dans cette salle pour soutenir cette liste. Moi, je disais à Carole tout à l'heure, il m'était arrivé de faire des réunions publiques où il y avait 5 personnes. Alors, je sais bien que c'est Versailles. Versailles, c'est une grande ville. Mais quand même, c'est vraiment bien. Ça veut dire que le message que porte cette liste, il répond à quelque chose pour toute une série de gens qui attendent quelque chose. Et je terminerai en disant que la politique, c'est extrêmement important. Parce que si vous vous en occupez pas, elle va s'occuper de vous, rassurez-vous, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, il vaut mieux s'en occuper. Ça veut dire aller voter. Ça veut dire extrêmement attentif à ce qui se passe. Ça veut dire travailler quand même avec tous les outils dont on dispose aujourd'hui, c'est-à-dire les outils associatifs, même si les associations souffrent aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de moyens, parce qu'on est une société qui s'appauvrit, donc les associations, elles en souffrent, bien évidemment, mais c'est des liens de solidarité, de discussion, d'ouverture à l'autre, d'enthousiasme aussi, parce qu'on fait des choses, et que le meilleur moyen de lutter contre l'angoisse et l'anxiété, qui quand même prédomine dans nos sociétés, c'est d'agir. Voilà.
Et donc, toute cette activité du monde associatif, cette activité de la société, ce qu'on appelle la société civile, c'est très réconfortant parce que c'est vraiment une manière de répondre aux multiples défis auxquels on est confronté, sachant que il y a une réponse politique, puis il y a une réponse de la société, et il faut que les deux se retrouvent, parce que c'est deux manières d'appréhender les sujets, et qu'on a besoin des deux pour trouver les solutions. C'est comme les hommes et les femmes, vous savez. Moi, j'ai été toute ma vie une féministe convaincue, pas au sens où certaines l'entendent aujourd'hui, mais une féministe convaincue, et j'ai toujours considéré qu'il y avait une égalité entre les hommes et les femmes, mais qu'il y avait une différence. On ne voyait pas la vie pareil. Et c'est précisément ça qui fait la richesse et qui fait le fait qu'on arrive à des solutions qui sont des solutions équilibrées parce qu'on partage quelque chose. C'est la même chose entre la vision politique et la vision de la société civile. Voilà, je voulais dire ça pour vous expliquer pourquoi j'étais là ce soir, parce que c'est la seule réunion publique que j'ai faite et il y a un autre candidat que je soutiens où j'étais faire un marché avec lui et c'est tout. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très limité quand même. Très, très limité. Moi, j'ai envie d'applaudir. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer... Fais-moi juste de dire un mot. Vraiment, je suis très touchée et honorée par ce que tu viens de dire. Ça correspond exactement à la genèse de notre liste citoyenne. D'autant plus à Versailles, où on est dans un espèce de terrain conquis par une équipe municipale qui est là depuis plus de 30 ans et qui, en fait, a petit à petit perdu le lien avec le terrain, les associations qui font vraiment, avec plus de 700 associations à Versailles, le sel de Versailles. Et donc, c'est ça qui est exactement au cœur de notre projet, c'est de faire en sorte de tourner Versailles vers l'avenir en s'appuyant sur ses forces. Ces forces, c'est les habitantes, les habitants, les associations, les acteurs économiques qui ont envie de faire des projets. Il faut faire des projets entre élus et société civile. C'est vraiment le cœur de notre projet. Voilà. Merci. Alors maintenant, la question de Jean-Baptiste. Non, Voilà. C'était une introduction qui était très intéressante, très enrichissante. J'avais envie de vous le dire. Hein. Oui. Voilà. Et bon, plus, ça me redonne. C'est improvisé, mais c'est du fond du cœur, quoi. Je vous ai dit les choses de toute façon. Vous savez, moi, je suis là parce que j'ai envie d'y être. Personne ne m'y oblige. Et je dis ce que j'ai envie de dire parce qu'à l'âge que j'ai... Voilà. Voilà. Donc, je vais essayer de répondre à votre question sur ville durable. Quelles sont les menaces et les urgences? Alors, on peut considérer, comme certains que je ne nommerai pas, que tout ça est un grand canular. Le canular, c'est de penser que c'est un canular, en fait, dans la vraie vie. Parce qu'il faut être vraiment complètement obtus, aveugle, sourd, pour ne pas se rendre compte des transformations auxquelles nous sommes soumis depuis maintenant une petite dizaine d'années, et on se rend compte que chaque année, c'est un peu plus. Chaque année, ça accélère. C'est-à-dire qu'il se passe chez nous, je parle qu'en France, mais ailleurs, c'est pareil. Parce que les 4 degrés, c'est en France, mais en fait, c'est toute l'Europe qui s'est réchauffée plus vite que le reste du monde. Juste donner 2-3 points de repère. Aujourd'hui, on imagine, avec les efforts, entre guillemets, qui sont faits par les différents pays du monde, que probablement on va arriver autour de 3 degrés. Probablement. De 8 si on est très optimiste. Et 3,2 s'il y a beaucoup de gens qui suivent les États-Unis. Alors, c'est énorme. C'est quand même mieux que ce qui serait passé si on n'avait rien fait. Je rappelle quand même que quand on a commencé la conférence de Paris, en 2015, la prévision c'était 3,8, avec des scénarios jusqu'à 6. Mais la moyenne c'était autour de 3,8. Donc on a quand même gagné peut-être 0,8, 1 degré. C'est énorme, parce que tous les 0, 1, ça compte. Ça, c'est une première chose que je voulais dire. Aujourd'hui, donc, en France, on est autour de 1,8, à peu près, pas loin de 2 degrés. En moyenne planétaire, on est à 1,4. Alors, on dit oui, il y a 1,5. Non, c'est pas comme ça qu'on compte. Pour compter, on prend les 10 ans qui se sont écoulés. Donc là, on est à 1,5 depuis 2 ans ou 3 ans. Donc, on n'est pas encore
En fait, avec les règles de calcul du GIEC à 1,5, on est à 1,4, 1,3, 1,4 par là. C'est beaucoup. Vous voyez déjà, avec ça, les effets que cela a. Alors, je reviens chez nous. Et encore chez nous limité, je ne parle que de l'Hexagone, je ne parle même pas de nos outre-mer, qui sont chez nous aussi, je rappelle quand même. Bon, chez nous, vous regardez ce qui s'est passé il y a 15 jours dans l'Ouest. On n'avait jamais vu ça. 52 jours de pluie de suite, des inondations comme on n'en avait jamais eu. On est à plus d'1 milliard de pertes économiques. Voilà. Il y a 3 ans, 4 ans, l'Aroya, sud-est. Un cours d'eau qui augmente, des précipitations énormes. Un pont qui pète, des rues qui s'envolent, un village complètement isolé. Ça, c'était il y a 3-4 ans. Il y a 2 ans, incendie dans les Landes, si vous vous souvenez. Des méga-feux qu'on n'arrivait plus à éteindre. Pourquoi ? Parce qu'il avait fait très sec et que donc, il n'y avait plus suffisamment d'humidité pour retenir le feu et il s'est propagé dans des conditions absolument terrifiantes. Et on a mis, vous souvenez-vous combien de temps on a mis pour éteindre cet incendie dans les Landes. Je donne quelques exemples qui me viennent à l'esprit comme ça, de chez nous. Alors on peut dire oui, c'est pas prouvé que c'est le dérèglement climatique. Ok, j'aurais tendance à dire, c'est pas prouvé que c'est le contraire. C'est-à-dire c'est quoi ? Comment on explique cette multiplication d'éléments ? Alors en fait, c'est bien le dérèglement climatique, car c'est pas du réchauffement climatique, c'est du dérèglement climatique. C'est-à-dire que le système climatique est complètement distendu, remis en cause. Et quand on se réfère à ce qui était écrit il y a 30 ans, 40 ans, on parlait bien de ça. C'est-à-dire on disait, ben oui, ça va se réchauffer, mais en plus, il va y avoir ce qu'on appelait à l'époque les phénomènes extrêmes. C'est-à-dire en fait, là où vous aviez une petite inondation, c'est une inondation catastrophique. Là où vous aviez un petit glissement de terrain, ça devient des coulées de boue épouvantables, etc., etc. La même chose pour les ouragans, la même chose pour les tsunamis, etc., etc. Donc, à la question, est-ce que c'est urgent ? Réponse oui, évidemment. Oui, évidemment, parce que on sait maintenant qu'on ne fera rien sans l'adaptation. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un cercle tel qu'on ne peut plus raisonner uniquement on va faire de l'atténuation. Bien sûr qu'il faut le faire et le plus possible, mais ce qu'il faut maintenant, c'est penser comment va-t-on vivre. C'est-à-dire comment allons-nous nous adapter nous-mêmes et adapter nos villes à ces situations nouvelles qui arrivent et qu'on ne connaissait pas. Alors c'est quoi une ville durable ? C'est une ville qui est résiliente. C'est-à-dire une ville qui va permettre aux gens qui y habitent de continuer à vivre dans les meilleures conditions possibles, avec les impacts sur la santé aussi faibles que possible, avec la possibilité d'éviter toute rupture dans les chaînes d'alimentation, l'eau, toute la logistique, le travail, la mobilité, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, tout doit être repensé. On se pose par exemple la question maintenant de modifier les horaires de travail, parce que l'été, vous ne pouvez pas faire travailler des gens dans le BTP à midi avec 45 degrés ou 43 degrés, c'est impossible, absolument impossible. Donc comment on revoit les horaires de travail ? Vous allez me dire, ça dépasse le cadre d'une ville. Oui, bien sûr, mais la ville, elle a aussi ses employés municipaux. Et il faut qu'elle voit comment elle les fait travailler. La ville, elle a des entreprises, heureusement, avec des salariés. Comment est-ce qu'on les fait travailler ? Comment est-ce qu'on adapte les horaires, par exemple, des transports publics ? D'avoir des bus à 5 heures du matin, si, je ne sais pas à quelle heure commencent les bus et les trains à Versailles, j'en sais rien, mais avoir des transports à 4h30 ou à 5 heures du matin, ce qui est une heure pas correcte du tout pour se lever, mais qui devient nécessaire si vous arrêtez de travailler à 11h ou à midi. Vous commencez à 5h du matin. Donc, comment vous adaptez vos transports ? Et puis, c'est pas besoin de faire la même chose l'hiver et l'été.
Merci, Madame Lepage. Je m'arrête là. Oui, parce que ça va être la question suivante. Je propose de laisser la parole à Carole sur les effets et l'urgence, et puis après, on va parler justement des effets d'adaptation. Oui, juste un petit zoom à ce moment-là sur Versailles pour palper, pour sentir le niveau d'urgence. Juin 2025, des enfants à Versailles, dans les écoles, ont été renvoyés chez eux parce qu'il faisait trop chaud. On ne parle pas de dans 15 ans, etc. On parle de juin 2025. Voilà, les écoles, aujourd'hui, il est urgent de les adapter pour faire en sorte, tout simplement, qu'il y ait une continuité dans la scolarité de nos enfants. C'est aussi basique que ça. À Versailles, l'urgence, pour certains, qui se retrouvent sous les toits, dans des bâtiments qui sont assez anciens et assez peu isolés, on crève de chaud l'été, alors qu'on a une population dont on sait qu'elle est, comme dans toute la France, une population âgée qui augmente, avec plus de 10% de plus de 75 ans à Versailles, et ça va en augmentant. Et donc, du coup, les enjeux de santé en lien avec l'adaptation au changement climatique sont déjà très prégnants, et on sait bien la surmortalité qu'il y a l'été à chaque fois qu'il y a des pics de canicule. Donc l'urgence, elle est sensible à Versailles sur la chaleur. Je pourrais aussi parler des sujets de risque de pénurie d'eau. Et effectivement, il faut regarder pour les entreprises, pour Versailles Grand Parc et pour les alimentations aussi dans toutes les chaînes logistiques, regarder le système de façon systémique en termes d'adaptation. Mais voilà, l'urgence, je confirme, elle est là, et y compris à Versailles. Merci beaucoup. Donc, bon, je crois qu'on a compris. Il y a un problème, il y a une urgence, il y a des choses à faire. Et alors, en fait, c'est une question qui revient souvent, que je vous pose du coup à toutes les deux, en commençant par vous, Madame Lepage. Mais du coup, premièrement, qu'est-ce que Versailles peut vraiment faire? C'est un problème qui semble tellement immense et qui est réparti sur toute la planète. Qu'est-ce qu'une petite ville, malgré ses plus de 80 000 habitants, peut réellement faire? Et deuxièmement, on dit la ville, mais en fait la municipalité en particulier, quel est son rôle versus le rôle de l'État, où pareil, on peut avoir l'impression que en fait, c'est l'État qui va gérer l'écologie et pas du tout la ville. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire plus concrètement le rôle de la municipalité dans la lutte? Mais peut-être avant d'y venir, oui. J'avais, en vous écoutant, posé votre question, je pensais à ce que je vais vous dire. Je m'intéresse depuis quelques années maintenant à ce qu'on appelle la justice climatique. La justice climatique, c'est des procès qui sont faits dans le monde entier. Il y en a plus de 3000 aujourd'hui, pour contester la manière dont les États ou les entreprises gèrent les questions climatiques. Alors, il y a plein de sujets. Et donc, très vite s'est posé, c'était aux Pays-Bas, c'était il y a 10 ans, une affaire qui s'appelait Urgenda. Urgenda voulant dire urgence d'agenda. C'est une asso qui s'était appelée Urgenda. Et donc, qui reprochait au gouvernement hollandais de n'avoir pas suffisamment pris de mesures pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et la réponse du gouvernement hollandais, c'était de dire, écoutez, vous êtes très gentil, mais on représente 0,4% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. Qu'on fasse des efforts ou qu'on n'en fasse pas, en vrai, qu'est-ce que ça change? Et donc, le tribunal hollandais a répondu, et je cite cette décision-là parce que sur la planète entière, c'est la même réponse, chacun doit faire ce qu'il a à faire. Que ça représente 0,4% ou 10%, on s'en fout, parce que si on tenait le raisonnement inverse, personne ne ferait jamais rien. Soit dit en passant, c'est la même chose quand on va voter. Si on peut très bien se dire, moi je ne vais pas voter, ça ne va pas changer les élections. Ouais. Mais si, voilà. Donc, pourquoi je fais ce passage? C'est pour dire que chacun a quelque chose à faire là où il est, et nous individuellement y compris. Et c'est ça qui permettra de faire cette transformation dont nous avons besoin. Et dans cette perspective-là, le rôle des municipalités est absolument central. Parce que les États, ils décident des règles. C'est très bien, faire les règles, on vote les lois, c'est très bien qu'en France, on est très calé pour ça, on fait des décrets, on fait plein de textes, c'est super. Oui, sauf que le seul sujet, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie. Et qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? C'est les municipalités qui le font. C'est les régions, mais au-delà des régions,
c'est les municipalités. C'est-à-dire que quand vous faites une réduction des voitures, quand vous favorisez la pose de panneaux solaires, quand vous faites des transports propres, quand vous faites des chaînes alimentaires de proximité, tout ça c'est de la compétence de la commune. Et c'est la multiplication d'initiatives de cet ordre qui va permettre de nous transformer. Il ne suffit pas de prendre une baguette magique et puis de dire c'est ça qu'il faut faire. Il n'y a qu'à Faucon, ça ne marche pas, et notamment pas en matière climatique. Donc voilà, je pense qu'il faut bien comprendre que le rôle des collectivités, il est absolument central. Et du reste, on voit dans les différentes villes des politiques qui sont très différentes avec des effets très différents. Merci beaucoup. Et je voudrais en complément souligner le rôle de la ville dans la question du sens. En fait, comme n'importe quel changement, on n'aime pas le changement, on a besoin d'être très au clair sur les raisons du changement. Avant d'adopter des façons différentes de se déplacer, de lancer des travaux de rénovation énergétique, avant de lancer éventuellement des choix de la façon dont on se nourrit différemment, dans notre on produit, on consomme, on fait des achats de façon différente. Tout ça, c'est vraiment un impact sur notre vie quotidienne extrêmement fort. On ne va le faire que si, on pense qu'il y a une bonne raison valable de le faire. Et 2, on pense qu'on voit autour de soi un mouvement collectif qui va dans le même sens. Et ça, je pense que le rôle du maire et de la municipalité du territoire est clé pour effectivement expliquer cette raison de l'atténuation et des nécessités d'adaptation, et montrer en fait que c'est pas juste une personne dans un coin toute seule, mais effectivement, localement, on se voit vivre les uns les autres. Donc si tout le territoire, si toute la ville de Versailles bouge, en fait, il y a un mécanisme d'entraînement qui nous permet d'aller au-delà des multiples barrières, résistances habituelles au changement. Donc en fait, le rôle de la ville et du Versailles Grand Parc est absolument clé. Donner les moyens équitables, effectivement dans une logique de justice, d'avancer, de changer, et donner les raisons, l'envie, le moteur de la transformation durable. Tu me permets d'ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire. C'est d'autant plus vrai que quand il y a une ville qui arrive comme ça à être moteur, à montrer qu'elle a su créer une envie de la part de ses concitoyens. Mais ça donne envie à ceux autour. Et en fait, c'est une espèce de travail en cercle concentrique qui se fait. Et qui donne une dynamique, qui donne une forme d'enthousiasme, qui donne envie d'y aller. Et l'envie, c'est ce qui est le plus important. Tu as raison, on n'a jamais envie de changer. Sauf si on pense que ça va être mieux. Oui. Donc, le désir, l'envie de faire quelque chose qui est enviable, qui est souhaitable, qui est désirable, c'est extrêmement important. Merci beaucoup pour ça. Et on va d'ailleurs parler, il y a une question après que je vais vous poser sur les co-bénéfices justement. Mais avant ça, il y a une question qui remonte aussi très souvent, c'est de dire l'écologie, ça coûte cher. Voilà. Donc, on va y revenir sur ce que ça coûte, comment se financer, etc. Mais avant ça, peut-être une petite question. Déjà, est-ce qu'on est capable de savoir combien coûte l'inaction ? Alors, il y a un très joli rapport de la Cour des comptes qui est sorti il y a peut-être 2 mois, 1 mois et demi, ce qui est très récent, sur le coût de l'inaction, en disant que c'était beaucoup plus cher que le coût de l'action. Vous avez également un rapport au niveau planétaire du World Forum. Le World Forum, c'est Davos. Oui. Qui avait sorti, pas cette année, mais l'année dernière, en début 2025, un rapport sur le coût de l'inaction. De mémoire, agir, c'était, à l'échelle de la planète, c'était 2% de PIB sur l'adaptation, 2% de PIB sur l'atténuation, donc 4%. L'inaction, c'était 15% de PIB à horizon 2050. Voilà. Vous voyez ? Presque x4. Et ça, je dirais qu'il y a quelqu'un qui a écrit ça en 2007, qui s'appelait Lord Stern,
qui était je ne sais pas s'il a été ministre, mais enfin, qui était un grand économiste britannique, qui a fait le rapport Stern, pas de son nom, qui avait calculé le coût de l'inaction en 2007, et c'était toujours la même chose. Ne pas agir coûte beaucoup plus cher qu'agir, sauf que les échelles de temps ne sont pas les mêmes. Et que donc, comme on a toujours le nez dans le guidon et le nez dans sa soupe, on regarde ce que ça va coûter demain matin, et on ne se rend pas compte de ce que ça va coûter après-demain matin. Et la difficulté, en fait, elle est du passage de l'un à l'autre. Dans le coût de l'inaction, je soulignerais aussi à Versailles le coût humain. J'ai déjà parlé de la surmortalité en cas de canicule, mais on sait bien que plus il y a de pollution, plus il y a de pollution de l'air, plus il y a de pollution diverses et variées, y compris dans ce qu'on mange, chacune de nos familles est impactée en termes de santé. On est en pleine période déjà très précoce d'allergie. Je ne sais pas si dans la salle, il y en a qui souffrent d'allergie, mais en tout cas, je vois des mains qui se lèvent. C'est le coût de l'inaction. Plus on laisse le temps filer sur le passage à la transformation durable, où on réduit ces pollutions de l'air, on réduit ces pollutions diverses et variées de ce qu'on ingère, le plus on a une santé forte. Moi, je suis très, très... tu disais, Corinne, quelque chose qui me parle absolument. Moi, je noie l'angoisse dans l'action et l'angoisse de voir mes 4 enfants qui ont entre 20 et 25 ans vivre dans un monde de plus en plus difficile où leur santé sera impactée, où leurs activités économiques seraient impactées. En fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc, le coût de l'inaction est absolument gigantesque, non seulement financier, mais tout simplement humain. Merci beaucoup pour ça. Alors, si on parle justement de la partie financière, parce que le thème, c'est ville durable, donc on a compris ce que ça veut dire, mais du coup, durable, ça veut aussi dire durable économiquement, viable. Donc, concrètement, comment une ville peut financer la transition écologique, et est-ce que l'Europe peut vraiment être un soutien ou pas dans cette transition? Alors, l'Europe met énormément d'argent sur la transition. Là, ce qui a été voté récemment, c'est 45% des dépenses à venir des budgets communautaires devront être consacrés au climat et à la transformation. C'est colossal. Est-ce que tout le monde a bien entendu? C'est colossal. Alors, si on prend les budgets, pas vous dire de bêtises, mais de tête, si on prend les budgets depuis 2020 jusqu'à 2030, en y intégrant tout l'argent qui était mis au moment du Covid, qui a permis de financer, on est à 1000 milliards de fonds communautaires, alors pas que pour le climat, mais pour cette période-là, ce qui a été dégagé, c'est 1000 milliards, qui sont ensuite réaffectés par pays. Alors vous savez déjà qu'il y a le FEDER, qui est le fonds régional, qui donne des subventions au niveau local, ça passe par le FEDER. Mais ensuite, il y a, comment ça s'appelle, quelque chose, repowering, je ne sais plus quoi. Il y a un fonds communautaire qui est alloué à tout ce qui touche à la relance économique autour de toutes les questions de lutte contre de lutte en faveur de la transition et de la transformation. Vous avez des fonds qui sont mis sur les énergies renouvelables, vous en avez qui sont mis sur les bâtiments, vous en avez qui sont mis sur la mobilité durable, etc., etc. Tout ça a été pensé dans un système qu'on appelle la taxonomie. Je ne vais pas rentrer dans le détail, puis elle sait ça bien mieux que moi, donc elle vous le dira beaucoup mieux que moi, qui permet précisément de définir ce qu'est un investissement durable. Et ce sont précisément ces investissements durables qui reçoivent des fonds communautaires, soit en aide, soit en prêt. Il y a différentes manières de faire, mais qui sont tout à fait considérables. Ça peut passer par la BCE aussi, qui finance beaucoup de choses. Voilà. Donc oui, il y a beaucoup d'argent communautaire. Puis il y a quand même, je sais bien que nous, en France, on a les poches complètement vides, mais dans ce qui reste, il y a quand même un peu d'argent qui va sur tout cela. Et puis il y a
une technique qui n'est pas très connue du grand public, mais qui représente quand même la bagatelle de 40 milliards d'euros sur les 3 ans qui viennent, c'est quand même pas tout à fait rien. Ça s'appelle les certificats d'économie d'énergie. Et peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de ça. Les certificats d'économie d'énergie, c'est ce que vous pouvez toucher quand vous allez passer d'un chauffage au gaz à une pompe à chaleur, quand vous allez faire de l'isolation, y compris avec un système très perfectionné pour les logements précaires. Maintenant, la mobilité durable va passer, le leasing social, par exemple, sur les voitures électriques, va passer par les C2E, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui ne coûte pas un rond à l'État, parce qu'en fait, c'est financé par les gens qui émettent des émissions de gaz à effet de serre. Les gens c'est-à-dire les pétroliers, les gaziers, enfin, tout le monde du fossile, au sens large du terme, plus quelques autres, payent, et c'est cet argent-là qui est mobilisé pour financer tous ces travaux, ce qui est assez logique, hein. Mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt vertueux, et ça coûte que dalle aux contribuables, ce qui est quand même pas mal. Voilà. Donc là, il y a quand même toute une série de systèmes qui ont été pensés pour essayer d'aider au financement de la transition, et les collectivités territoriales peuvent également avoir accès. Et puis il y a des fonds régionaux aussi qui sont dégagés, départements non, parce que c'est plus l'aide sociale que les questions de transition, mais la région oui, et puis les collectivités locales, les communautés de communes, les communautés d'agglo, etc., tout ce qui peut exister. Voilà. Donc c'est à la municipalité justement d'aller chercher, c'est ça? C'est la municipalité qui va faire un projet et qui va aller voir comment elle peut le financer. Et puis vous avez aussi maintenant des projets qui peuvent donner lieu à des financements des personnes privées et du public. Je pense en particulier à ce qu'on appelle les communautés d'énergie, qui sont des systèmes qui permettent de mettre un peu d'argent public, un peu d'argent privé pour financer des opérations, notamment de production d'électricité, de stockage d'électricité. Et donc ça marche assez bien. C'est ce qu'on appelle de l'autoconsommation collective. Vous avez peut-être entendu parler de ça. De l'autoconsommation collective, c'est-à-dire que vous allez avoir une petite société qui va se créer avec quelques entreprises, 2, 3, 4 immeubles collectifs, la commune, parce qu'elle peut avoir des écoles, elle peut avoir des logements sociaux, elle peut avoir toute une série de besoins en termes électriques. Et donc, il y en a qui vont être producteurs, parce qu'ils ont des toits, par exemple, ou ils ont des ombrières, un parking, puis il y en a d'autres qui vont être les consommateurs. L'avantage, c'est qu'il y a un prix qui est convenu, qui ne bouge pas, donc on n'est pas soumis aux aléas de ce qu'on voudra. Le stockage se développe de plus en plus, donc on peut lutter contre l'intermittence grâce au stockage. Et donc on peut faire des opérations qui sont assez intéressantes et qui finalement sont bénéfiques pour tout le monde. Parce que certes, il y a une mise de départ, mais ensuite vous avez votre électricité à un prix relativement réduit et pour une durée de 20 ans, qui est convenue à l'avance. Donc c'est quand même assez intéressant. Est-ce que je résume bien, Madame Lepage, si je dis que finalement, avec un projet sérieux et de la volonté pour aller chercher du financement, on est capable de financer un projet ambitieux de durabilité? Il y en a qui le font. Il y a des villes qui y arrivent. Voilà. Il y en a qui le font. Et du coup, je vais me permettre de rebondir en me disant qu'est-ce qu'on a mis dans notre programme. Parce que ce qui nous est tenu à cœur, c'est effectivement de dire, ça fait partie des premiers mots sur la vision qu'on a pour la ville. Hein. On veut une ville, Versailles, plus dynamique, plus durable et plus proche de ses habitants en termes de cohésion sociale. Plus durable, on a évidemment mis précisément ce qu'on entendait par là, en termes de mobilité, en termes d'énergie, production, consommation, en termes de bâtiments, etc. Et on a mis quels sont les principes pour les financer. Parce que très souvent, on dit oui, mais alors, comment est-ce qu'on va financer ça? On ne veut pas augmenter nos impôts. Donc, ce qu'on a mis dans notre programme comme principe de gestion de la ville et des finances, c'est quoi? Premièrement, c'est dire, on veut rester dans la logique de, on protège le niveau des impôts locaux, pour les Versaillais, comme ça a été fait les dernières années. Mais en revanche, sur l'investissement, il faut être beaucoup plus ambitieux. Il faut vraiment tourner Versailles vers l'avenir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, Versailles investit à peine au niveau
de la moyenne nationale. Là, sur la prochaine mandature, il y a les enjeux d'adaptation. Ça ne va pas se faire tout seul d'adapter nos 35 écoles publiques, nos bâtiments au changement climatique. On pense que 5 écoles par an, il faut mener ça d'un pas sûr et cadencé et il faut le financer. Mais il faut le financer comment ? Pas en endettant la ville, pas en puisant dans les impôts. Non, il faut aller chercher, il faut monter les dossiers pour aller chercher les financements européens, les financements du Fonds vert qui existent quand même en France, les financements via la Banque des territoires et effectivement les financements via tout autre mécanisme comme les certificats d'économie d'énergie. Voilà, tourner l'investissement vraiment au bon niveau pour faire en sorte que la ville soit adaptée et engager les travaux de façon résolue. Dans la gestion de la ville, je pense qu'il y a aussi une notion de transparence et d'efficacité. Aujourd'hui, qui sait dire comment sont alloués les fonds, pour quel objectif, pour quelle vision ? Voilà. Je pense qu'il faut, sur la transformation durable, comme sur le reste des investissements, se donner un cap, se dire, OK, par exemple, si je reprends l'exemple des écoles, on veut avoir en 6 ou 7 ans 100% des écoles qui sont adaptées et rendre des comptes, veut dire, voilà les actions, le cap fixé, les actions, les moyens de financement et rendre des comptes année après année sur où est-ce qu'on en est des résultats obtenus. Le dernier point que je voudrais souligner, c'est qu'il y a des choses que la ville va financer, et puis il y a des choses, en particulier sur la rénovation énergétique des bâtiments privés, où là, il s'agit d'être financé par les copropriétés, les syndics, etc. Qu'est-ce que la ville peut faire ? La ville, elle peut simplifier la vie de tous ces copropriétaires et ces syndics pour être extrêmement facilitant et clair sur à quelle aide on a besoin, on a le droit, quel justement mécanisme malin on peut activer, etc. Et elle peut susciter avec l'aide des associations environnementales tous les mécanismes de mise en commun d'achat d'énergie et de production d'énergie. Voilà, c'est aussi ce rôle de facilitation que la ville peut faire, y compris sur les aspects financement. Merci. Et c'est ça qu'on a mis dans notre programme. Alors, vous parliez l'une et l'autre tout à l'heure des co-bénéfices aussi et du côté assez enthousiasmant de l'écologie. Alors, comment justement adopter un projet de transformation durable de la ville qui permet de bénéficier justement de ces co-bénéfices et que ce projet ne soit pas uniquement réduit à une bonne action qui coûte cher et qui a des implications négatives pour la population. Alors c'est vrai que on parle beaucoup d'écologie punitive. Moi, c'est un mot que j'aime pas parce que je trouve que ça, en fait, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on parle de sécurité punitive ? Non, on ne parle pas de sécurité punitive. C'est-à-dire que quand on prend des mesures de sécurité, vous savez, moi j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. Quand j'étais très jeune, je me suis battue contre une loi de M. Perfit qui s'appelait Sécurité et Liberté. Je trouvais que c'était attentatoire aux libertés, c'était épouvantable, etc. Mais ce n'est pas le 10e du quart de ce qu'on a aujourd'hui, où on nous demande, on doit vivre avec ses papiers d'identité, où on est filmé dans la rue. Bon, on l'accepte, tout ça. Pourquoi on l'accepte ? Parce qu'on pense que c'est nécessaire à notre sécurité. Bon. Est-ce que c'est de la sécurité punitive ? Non. Je suis désolée, les problèmes environnementaux, ce n'est pas une question d'écologie, c'est devenu une question de sécurité en réalité. C'est une question de sécurité, c'est une question de santé. Ça dépasse largement le cadre, ce n'est pas de l'écologie à proprement parler, c'est de la vie tout simplement. Comment on fait pour vivre dans ce monde aujourd'hui ? Comment on fait pour être en sécurité ? Comment on fait pour avoir une santé correcte ? Comment on fait pour avoir encore du plaisir à vivre, tout simplement, à se déplacer, à se restaurer, etc., etc. Voilà, je crois que c'est en fait tout ça le sujet. Donc il ne faut pas le voir sous une forme de contrainte, parce que toujours on nous interdit, etc. Moi, je pense qu'il faut beaucoup plus penser en termes d'objectifs et beaucoup moins en termes de moyens. Il faut laisser les gens beaucoup plus libres des moyens pour parvenir aux objectifs. Parce que vous reconquérez de la responsabilité, de la liberté, pour atteindre un objectif dont vous savez pertinemment qu'il est éminemment souhaitable pour vous, à commencer par pour vous.
Et puis pour vos enfants après, mais d'abord pour vous. Et parce que c'est ça la vraie vie. J'ouvre une parenthèse. Quand j'ai commencé à parler, il y a 30 ans, du changement climatique, à l'époque, on imaginait que dans le scénario catastrophe, c'était 1,5 degré en 2100. 2100. Bon. Je disais aux gens qui venaient m'écouter, mais voilà, il faut le faire pour vos enfants et tout ça, mais ils s'en foutaient complètement. Ce que je voyais passer dans les yeux des gens, c'est chaque génération a eu ses problèmes, nous on a les nôtres, ils auront les leurs. Basta. Bon. Mais ce que je vous raconte, c'est vraiment la vie. Hein. Là, aujourd'hui, tout le monde a bien compris que ce n'est pas pour les suivants, c'est pour nous. C'est maintenant, ici et maintenant. Donc, ça a beaucoup changé. Donc maintenant, on veut bien parler du droit des générations futures et tout ça, parce qu'on a bien compris que les générations futures, c'est aussi les générations présentes. Et peut-être avant tout, les générations présentes. Voilà. Donc, je vous disais tout cela, je ne sais même plus pourquoi d'ailleurs. Les coûts-bénéfices. Les coûts-bénéfices. Donc, la santé, la sécurité, et je dirais vaincre cette angoisse existentielle qu'on a quand même. Parce que le monde qu'on a connu, il est en train de se transformer, voire de disparaître. Tout le monde qu'on a connu, en fait. Bon. Donc, il faut avoir une envie d'avenir. Moi, ce qui me chagrine le plus, voyez-vous, dans notre pays aujourd'hui, c'est qu'on ne parle pas d'avenir. Un pays qui passe sa vie à parler des retraites, excusez-moi, pourtant moi j'ai plus que l'âge de la retraite, hein, qui passe sa vie à parler des retraites, c'est terrifiant. Ça veut dire qu'il ne regarde pas devant, il ne fait que regarder derrière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper des retraites et des personnes âgées, d'autant plus qu'on en a de plus en plus. Mais il faut surtout se projeter dans le futur, parler d'avenir, parler de nos jeunes, parler de ce qu'on veut devenir, de ce qu'on veut être, de la manière dont on va continuer à faire vivre ce pays merveilleux dans lequel nous vivons quand même, parce qu'on a un pays formidable. Tout ça, on n'en parle plus du tout. L'avenir, c'est un truc qui est complètement passé à la trappe. Donc je crois que c'est vraiment fondamental de se réapproprier cette idée d'avenir, d'envie d'avenir, de désir d'avenir, et d'agir en conséquence. Et là, on retrouve une certaine pêche. Parce que on a un futur, on veut s'investir, on fait des projets, on va dedans, etc. Et on avance. Si on se morfond dans « c'était mieux avant » et puis de toute façon, ce qui nous arrive est épouvantable, ok, mais on va rien faire du tout. C'est pas possible, ça. Voilà. Donc, je trouve que ça, vous voyez, le co-bénéfice psychologique, parler de co-bénéfice, il est majeur. Sans ça, on fera rien. Est-ce que ça résonne particulièrement à Versailles? Qu'est-ce que vous en pensez, le côté de c'était mieux avant et de ne pas avoir de vision d'avenir? Alors, juste peut-être quelques exemples très concrets en lien avec notre programme. Parce que nous, c'est vraiment au cœur de notre projet, c'est de dire, montrons qu'on peut avoir un projet de ville enthousiasmant, tourné vers l'avenir. Moi, je trouve enthousiasmant d'imaginer que demain, nos enfants, à Versailles, peuvent étudier dans des locaux où il fait jamais trop chaud, des écoles dont la cour, on a viré le goudron, on les a végétalisées, qui a un lien bien plus facile avec la nature, tout simplement, au sein de leur école. Je trouve enthousiasmant d'imaginer que si je rénove mon bâtiment, mon appartement, non seulement je ne vais pas avoir trop chaud l'été, je ne vais pas avoir besoin de climatisation, je ne vais pas avoir besoin de dépenser autant d'argent et du coup, je vais pouvoir faire plus avec le même argent que je gagne. Voilà. Je trouve enthousiasmant d'imaginer si petit à petit, je mange de la viande moins souvent, mais de meilleure qualité, parce que dans la ville dans laquelle j'habite, la cantine est approvisionnée avec plus de bio local, qu'en plus non seulement je protège la santé de mes enfants et toutes les histoires d'infertilité, je lutte contre toutes les histoires d'infertilité qui augmentent, etc. Mais en plus, je trouve enthousiasmant de dire que l'agriculteur qui est sur le terrain d'Île-de-France pas loin et qui a voulu lever la main et qui dit « moi je vais mettre moins d'intrants chimiques dans mon champ », en fait il est protégé. Je trouve ça un avenir enthousiasmant et je pourrais continuer en parlant de la mobilité. Combien
de rues. Je suis sûre que vous avez tous en tête des rues qui peuvent devenir piétonnes à Versailles. Pourquoi est-ce que quand on se balade à Strasbourg, quand on se balade à Lyon, quand on se balade dans plein de villes en France, on a trouvé des moyens d'avoir des villes apaisées, avec des endroits où les commerces ne s'en portent que mieux, et où on a gagné en fait à la fois en bien-être et en impact écologique. Donc en fait, vous voyez bien, sur chaque sujet, de juste tourner la ville vers l'avenir, ça veut dire aussi, vers l'avenir en termes écologiques, ça veut dire tout simplement une ville où on est plus épanoui, on a un meilleur bien-être. Voilà, moi, je préfère me imaginer l'avenue de Paris, non pas en 2 fois 4 voies comme une autoroute, mais avoir bien sûr de la place pour la circulation, y compris en voiture, mais avoir une avenue repensée avec des endroits où il y a des parcs pour enfants, où il y a du basket 3x3, où on a envie de flâner, où on a une avenue promenade au cœur de la ville. Et je trouve ça plus enthousiasmant que de dire on va rester de façon immuable, surtout ne changeons rien à Versailles. Non, moi je trouve ça sclérosant, au contraire, angoissant, et c'est ni la façon de s'adapter, ni la façon de montrer à nos jeunes que Versailles peut être une ville où aujourd'hui et demain, à 20 ans, comme à 25, comme à 30, il fait bon habiter. Alors, une dernière question, parce qu'il y a l'heure qui tourne, mais avant que Versailles ne soit cité en 2033 comme la ville qui a peut-être le mieux réussi la transition durable, puisqu'on va être élu, est-ce que il y a des exemples de villes, que ce soit en France ou ailleurs, de villes qui ont justement particulièrement bien réussi la transformation durable? Alors, c'est vrai que Strasbourg est une ville très agréable à vivre. Ça, c'est la vérité depuis très très longtemps. Moi, j'y ai un peu habité puisque j'étais au Parlement européen, donc j'étais 3 jours par mois, c'est pas beaucoup, mais enfin, pendant 4 ans ou 5 ans, on prend des habitudes. C'est vrai que c'est très agréable et qu'il y a un mélange entre la voiture, le vélo, le piéton, qui se marie très bien avec un commerce local qui est florissant. Je dirais que les exemples que j'ai vus vraiment très réussis, c'était dans des municipalités pas très grandes, beaucoup moins importantes qu'ici. Mais ce qui m'a toujours frappé dans ce que j'ai vu, c'est l'effet d'entraînement. Je pense par exemple à une petite ville qui est Montsartou. Montsartou, c'est au-dessus de Nice. Montsartou, au-dessus de Nice, ou au-dessus de Cannes, enfin c'est par là. C'est une ville qui a, alors ça doit être 6-7 000 habitants, hein, c'est pas très grand, peut-être un peu plus, mais qui a tout misé sur la reconquête naturelle, qui à partir de là a développé une agriculture locale, qui à partir de là a alimenté les cantines et les habitants, qui à partir de là a développé une activité économique autour de l'agroalimentaire. Et donc, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment, quand bon, c'est pas Versailles, va pas devenir une commune rurale, évidemment, mais comment, à partir d'une vision, on peut écrire un cercle vertueux qui entraîne à la fois du bien-être pour les gens, de l'activité économique, et qui a une logique, et qui ne cesse de se développer parce que il y en a toujours plus, quoi. Donc, il y a plein de petits exemples, comme celui-là me vient à l'esprit, mais il y en a beaucoup d'autres. J'avais vu en Bretagne, à côté de Rennes, une ville de la banlieue de Rennes, je sais pas, 10 000 habitants, un truc comme ça, où tout avait été repensé. Alors, les déplacements avaient été complètement repensés, ce qui fait que les gosses pouvaient aller en sécurité à l'école en vélo. Les passages étaient sécurisés. Leur école, il y avait je vais m'arrêter là, il y avait un toit, ils fabriquaient leur propre électricité, donc tous les matins, les gamins, ils venaient voir combien ils avaient produit la veille, pour essayer de faire mieux et de consommer moins. Voilà, enfin, tout était pensé comme ça. Voilà, donc il y a plein d'exemples qui sont vraiment très enrichissants.
Je suis tout à fait d'accord. Je mentionnerai aussi Dunkerque, par exemple, parce que effectivement, le maire de Dunkerque, Patrice Vergrit, je sais pas si je prononce bien, Vergrit, son nom, a été de ceux qui ont instillé une vision d'une ville durable et en même temps forte économiquement, et qui a essayé de placer cette ville très industrielle, de la faire pivoter vers de l'industrie au service de la transition écologique, avec en particulier les gigafactories de batteries électriques. Alors, à Versailles, pour de vrai, c'est quoi notre vision à nous? Je pense que Versailles est très connu pour son école d'architecture et de paysage, très connue non seulement pour le château, mais pour le parc du château. A dans son image une ville, la ville nature. Donc, de faire en sorte que ça ne soit pas juste la ville nature où on fait pousser des fleurs et voilà, et on a des arbres centenaires et au-delà dans le parc du château, mais de dire, on a une vision de Versailles et de Versailles Grand Parc qui réussit ce pari de la transformation durable sur les deux jambes que sont effectivement le changement des habitudes pour s'adapter au réchauffement climatique et pour atténuer l'impact environnemental, mais sur la jambe économique aussi. Et on pourrait faire de ce point d'appui de l'école d'architecture et des paysages, et savez-vous, de l'Institut supérieur de l'environnement, parce que oui, nous avons à Versailles, rue des Chantiers, l'Institut supérieur de l'environnement, on pourrait en faire des points d'appui aussi pour un développement économique autour de ces sujets d'environnement. Donc il y a vraiment toutes les raisons, sans parler du tissu associatif entre Versailles Environnement Initiative et puis à l'échelle de Versailles Grand Parc, je vous garantis qu'il y a au moins une ou plusieurs associations environnementales dans les 18 communes de Versailles Grand Parc. On peut vraiment faire de Versailles et de ce territoire un exemple à suivre pour les années à venir en termes de transformation durable et économique conjointe. Eh ben, bravo, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup à toutes les deux. On peut vraiment applaudir bien fort.